Clément. Bogdan. Skąd? Ty. Mein Name ist Theo Jernstein, bin 64 Jahre alt. Brașov. Vous connaissez Brașov? La place du vieux centre de Brașov. Moi, je l'ai oublié. Ce qu'il me reste, c'est le bus 34 bis. Je devais prendre le bus 34 pour aller voir la place du vieux centre. Mais j'ai pris le 34 bis, qui sillonne la banlieue industrieuse. J'ai fait toute la ligne pour revenir à la gare. À Brașov, je me suis rendu compte que je tournais en rond. Il était temps de rentrer. J'avais fait mon voyage. Cette bouleversante promenade commençait 339 jours plus tôt et 30 000 kilomètres plus loin. J'avais eu assez de preuves de la beauté du monde. Je ne voulais pas la consommer aveuglément. J'avais reçu assez d'hospitalité pour avoir envie de passer de l'autre côté du seuil et ouvrir la porte. J'avais fait la part du superflu et de l'essentiel. Depuis la gare de Brașov, j'entendais l'appel de la suite et j'ai pris le train de nuit pour Budapest. Je suis un individu type de la génération Y. Je n'ai pas connu la guerre. J'ai grandi à une distance confortable du besoin, dans une coquette maison de la banlieue parisienne, où l'on m'a doté d'un capital social et culturel de la classe moyenne supérieure. À l'adolescence, je souffrais surtout de l'absence de prétexte de rébellion. J'ai acheté une guitare pour trouver une copine, mais elle est restée dans sa housse, et moi, dans mon célibat. J'étais bavard, mais bon élève, alors j'ai fait de bonnes études. Et puis, j'ai écrit la même lettre de motivation que les autres et décroché le même stage que les autres, sur un fauteuil à roulettes avec une souris dans la main. Comme cette progression m'anesthésiait, je me suis mis à regarder le ciel pendant les pauses déjeuner, à rêver. À rêver de claquer la porte du bureau, de partir, de revivre. Au lieu d'assouvir une éphémère pulsion de n'importe quoi, débouchant sur un retour à la normale, mon épopée de héros blanc confirma une défiance viscérale à l'égard des trajectoires fléchées. Au moment où mes potes emménageaient à crédit sur 25 ans, grâce à des CDI dont l'utilité n'est pas démontrable en moins d'une minute, je restais quoi? Si je signais, ce serait pour du temps, de l'espace, du silence, de l'air pur, de la terre sous les ongles et des tomates du jardin. Je savais que le paradis n'était pas desservi par le métro, et je m'étais mis en tête d'aller voir à la campagne, si le bonheur s'y trouvait. J'avais vu des champs dans la boule de cristal, et j'avais bu les paroles de Papy Rabhi. La sobriété comme facteur de bonheur, pourquoi? Parce qu'elle est libératrice. Et la joie de vivre n'est pas à la portée de l'argent, pas du tout. En attendant l'accomplissement de ma destinée, ma survie se trouvait une fois de plus suspendue au mécénat familial. Oui, coucou Ninou, c'est maman. En fait, je t'appelle pour savoir si tu viens dîner ce soir, voilà. Il me fallait une solution. Expliquer que l'herbe est plus verte que l'asphalte, derrière une pinte, sur un bout de trottoir, ce n'est pas bien convaincant. Les gens m'écoutaient gentiment déballer mon petit laïus sur la possibilité d'un autre mode de vie, mais ils me laissaient avec cette sensation déplaisante d'avoir prêché dans le vent. La campagne, où les urbains aiment bien passer les week-ends, était le bucolique décor du chômage, de l'aridité culturelle, de l'ennui
de la misère sentimentale et sexuelle. Mais ce n'est pas le genre d'un aventurier d'écouter les sceptiques. Et le meilleur antiseptique, c'était encore de passer à l'acte. La ferme de ma vie, je l'ai trouvée sur internet. Au début, comme tout néo-rural en fermentation, je me voyais paysan à mi-temps. Pas dans une gigantesque exploitation suicide qui transforme du pétrole en céréales cancérigènes, en souillant l'eau et l'atmosphère et en exterminant la biodiversité grâce aux subventions européennes. Non, bien sûr que non. Je voulais cultiver un petit lopin de paradis arboré, à la main, à la bien. Plus mes recherches avançaient, et plus je cheminais du fantasme à la réalité. Aujourd'hui, un maraîcher solitaire, pratiquant l'agroécologie, sans tracteur et à l'ère de la mondialisation, travaille 80 heures par semaine, pour un demi-SMIC, et il part en vacances une semaine tous les 5 ans. Ce n'était pas exactement le genre de résidence d'artiste que j'avais en tête. En fait, la clé de mon énigme campagnarde s'appelait collectif. S'installer à plusieurs, partager les tâches, les factures et les conversations, avec d'autres candidats à l'altermondialisme. « 11 avril. Départ. Départ après quelques mails échangés. Là, sur le quai, j'ai comme une sensation de vertige. Dans quelques crissements de rails, le TGV numéro 6548 va m'expédier à 350 km/h vers une nouvelle vie. Ce n'est pas irréversible, mais c'est mon seul plan. Alors ça me donne l'impression de sauter dans le vide. Et c'est précisément cet instant de lévitation que j'aime, quand arrive le col et qu'une nouvelle vallée est sur le point d'apparaître. Mesdames, Messieurs, chez Mego, plus de poubelles individuelles, mais une poubelle collective est située à l'entrée de chaque voiture. Nous vous rappelons que vos bagages liés doivent être situés sous vos sièges, les emplacements en entrée et sortie de voiture étant réservés aux bagages volumineux sous bien. L'Oustarac, ce n'est pas bien grand. C'est un de ces villages qui prend la départementale pour sa grande rue. La mairie porte ses petits drapeaux, ses lettres en fer forgé et sa vieille boîte aux lettres. C'est sa façon à elle, je crois, d'essayer d'être un peu plus que n'importe quelle autre maison de la rue. Un peu plus loin, après l'église toujours fermée, il y a le garage Peugeot. C'est le dernier commerce qui a survécu. Et puis, il y a le monument aux morts, avec ses 4 obus, son piédestal et sa Jeanne d'Arc de bronze, qui n'est pas franchement du coin, mais passons. D'ailleurs, à l'Oustarac, on ne fait souvent que passer, à moins d'avoir une bonne raison de serrer le frein à main. Ma raison à moi, ça fait 1 an et demi qu'elle tient bon. 500 matins que je laisse glisser mon sommeil jusqu'à un réveil non violent. Entre les murs bicentenaires de la salle à manger, les copains font chauffer du thé et démarrent leur timide voix du matin. Quand je lance un bonjour, j'en ai 10 en échange. Je sors. La rosée a commencé son ascension, et le soleil tiède sèche paisiblement la cour. Je traverse la route, plus empruntée des chats que des voitures, et commence à érayer le roncier du voisin. Tandis que j'assiste ébahi au spectacle matinal de la géographie pyrénéenne, un rayon de soleil vient me caresser la nuque, comme pour me souffler que je ne m'en sors pas si mal. La vie à la ferme, c'est comme un week-end infini, productif, à faire sans compter tout plein de bricoles épanouissantes et nécessaires, à effacer cette frontière que je m'étais inventée, entre travail et loisir. Le matin souvent, j'écris, je retouche, je monte, parce que je suis un ordinateur. L'après-midi,
je me transforme en apprenti fermier. Quand j'enfile un bleu, je deviens ouvrier en bâtiment bioclimatique autoconstruit. Mesurer, marquer, scier, présenter, visser des planches de lambris pour achever l'isolation du toit, tartiner du plâtre tordu sur une échelle, mélanger de l'eau, du sable et de l'argile pour en enduire à la main les vieux murs en galets. Tirer des fils, poser des cloisons, poncer des surfaces jusqu'à ce qu'elles me caressent le bout des doigts, respirer des essences de pain, se remplir l'esprit de millimètres pour mieux le vider, ressasser, suer, divaguer. J'aime bien ce genre de boulot. C'est pas sorcier à comprendre, et on voit tout de suite si on avance, si on bosse bien. D'autres fois, j'enfile mes bottes pour aller jouer de là-haut sur une plate-bande, trimballer des brouettes, ou désherber avec les copains qui me montrent à quoi ressemblent les feuilles des légumes que je n'avais toujours vues que sur des étals. Mon chez nous fait 11 hectares, c'est-à-dire une quinzaine de terrains de foot, 10 000 chambres de bonne. Pour aller au bout du terrain, il faut randonner dans la jungle de la haie, pendant une bonne vingtaine de minutes. Les repas sont devenus des moments particuliers. Avec les journées physiques que tout le monde se paye, le déjeuner n'a plus rien à voir avec cette espèce de trêve de monotonie, où je m'échappais le temps de m'expédier une formule sandwich. C'est le répit des corps, la récompense. On se débarbouille, la terre diluée ruisselle dans le lavabo, et tout le monde prend place autour de la grande table. Chaque jour quelqu'un cuisine, et les autres mettent les pieds sous la table. Les légumes viennent du jardin, et le pain sort du four. Après le déjeuner, on essaye avec plus ou moins de réussite de contenir le coup de barre. Il m'arrive de m'installer devant la cafetière, attiré par ses ronronnements humides, et de regarder couler les larmes de potions noires contre les parois. Ces instants de contemplation bovine marquent un tournant dans ma vie. Celui d'un savoureux ralentissement. À la ferme, personne ne plaisante avec les repas. Chaque soir, j'assiste avec fascination au sempiternel spectacle des chiens. Quand leur parvient le concert découvert sur les assiettes, ils savent que ça va bientôt être à eux, et leur rythme cardiaque s'emballe. Leur queue valdingue a une cadence infernale, il leur arrive même de lâcher des gémissements d'impatience. Tous les jours, on leur met les mêmes putains de croquettes, et tous les jours, on a l'impression qu'ils ont gagné au loto, quand arrive la délivrance de la gamelle. Chaque jour que Dieu fait, ils se jettent dessus comme des dingues. Ces petites boules marronnasses desséchées, c'est tout pour eux. C'est leur raison de vivre. On leur aurait servi la même chose pendant 2000 ans, que leur enthousiasme n'aurait pas pris une ride. Leur passion est invincible. En ça, les chiens ont un avantage sur leur maître. Ils ne souffrent pas de la routine. Cet avantage compense sans nul doute l'absence de main préhensile ou de conscience poétique. Leur bonheur est profondément accessible. Pour les bipèdes, c'est pas toujours gagné. Et à la ferme comme ailleurs, tout un chacun a ses baisses de régime, ses jours sans et ses petites contrariétés. Seulement, et c'est la magie des écolieux, ce qui me réconforte illico ici, c'est que si je déprime, c'est avec une faible empreinte carbone. Et si je me fais chier, ça enrichit le compost. L'adéquation de mon mode de vie et de mes convictions, l'idée que notre façon d'habiter ne participe pas à l'écocide général, me flanque une espèce de sérénité qui triomphe des petits tracas du quotidien. Contrairement à ses habitants, la maison est passive. Tout le sud, c'est des baies vitrées, c'est du capteur solaire. Et les deux autres faces, c'est isolé par l'extérieur. Thermiquement, c'est vachement intéressant. Donc on a un gros captage d'énergie solaire et à l'intérieur, on a des gros murs très très épais, donc une grosse inertie qui vont stocker la chaleur. Certes, il a fallu pas mal d'énergie grise pour acheminer les matériaux ou produire les panneaux solaires. Donc une installation solaire autonome, donc il y a des panneaux solaires et il y a des batteries. Le budget là, il y a quand même 10 000 euros et ça suffit amplement pour 10 personnes à peu près. 10 000 euros de budget par personne pour avoir une installation qui va durer une vingtaine d'années au mieux. Notre seul fournisseur d'énergie est la grande boule jaune dans le ciel. Elle fait pousser nos légumes aussi, qui nous suffisent, 2 saisons sur 4, et plus encore quand on aura dompté les limaces et l'argile.
Quand nous ne cuisinons pas à la parabole, c'est grâce au bois des arbres tombés sur le terrain. L'eau vient du puits, de la source, et nous récupérons celle qui tombe du ciel dans une grande cuve, aux aires de piscine. Du dehors, la ferme ne ressemble plus à la vieille bâtisse béarnaise d'il y a 4 ans, sombre comme une grotte et fardée d'un triste crépi. Et puis on va reprendre, après on va se poser là et sur le mur. Cette métamorphose, c'est nous, nos méninges, nos paluches, nos biscottos. C'est notre travail et notre temps. Ici elle devrait passer et après en la décalant on pourra... La variable d'ajustement de nos projets est moins l'argent que le temps. Contrairement à mon habitude, le travail ne génère pas un traître centime. On se rémunère en dépenses évitées, en compétences acquises, et avec cette intarissable source de réalisation personnelle qui est de faire soi-même. Le travail est un truc sympa, joyeux, convivial. On va tous de bon cœur au champ faire pousser ce qu'on mangera, en préparant une plate-bande, en envoyant des blagues et des doigts dans la terre. Pour nous, cette ferme, c'est plus qu'une ferme. C'est notre ZAD. C'est la matérialisation de notre idéal d'écolo décroissant. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом. Воспрянет род людской. Подпевай. Достаточно. Хорошо. En emménageant à Perpète-les-Oies, je m'étais dit que la distance aurait raison des amitiés lointaines. Je m'étais préparé une retraite monacale anticipée. Mais il n'en fut rien. La ferme a le super pouvoir d'attirer autour de sa grande table les familles, les amis et une foule de curieux qui ouvrent de grands yeux devant la machine à laver à pédales. Je crois bien que c'est aussi grâce à la ferme que j'ai pu faire mentir l'association présumée entre campagne et désert sentimental. On ne s'est pas rencontrés en se donnant le coup d'un baltrade, non. J'ai croisé ma douce délivrance à la ferme, mais on s'est embrassé dans le monde où nous avons grandi. Un vendredi, une soirée prolongée, le coup du dernier métro, la solution du petit appartement perché dans les étages et l'ambiguïté qui culmine jusqu'au point de basculement. C'est une urbaine, comme moi, qui se plaît à la ferme quand elle y vient. Elle fréquente les dîners mondains et les cabanes de bergers, marche sur des talons et des chemins de randonnée. Elle a le genre de boulot qu'on ne peut pas faire en vivant dans une ferme. D'ailleurs, je ne sais pas si elle voudra vivre comme ça. Je crois que ce qu'on fait à la ferme, les gens trouvent ça bien. Ils souscrivent intellectuellement. Mais ils ne s'y verraient pas. Il y a la question du confort peut-être. Mais les toilettes sèches et les toiles d'araignée rebutent moins de monde que je ne pensais. Ce qui coince chez les visiteurs, c'est la fameuse vie en communauté. L'époque est à la liberté individuelle. Et l'idée de vivre à 10 sous le même toit rend sceptique. Leurs appréhensions ne sont pas infondées, ceci dit. L'empirisme le plus élémentaire permet d'affirmer que vivre en couple reste plus compliqué que de préparer des pâtes aux gruyères. Il existe un paquet de familles où l'ambiance est aussi détendue qu'un CRS à Notre-Dame-des-Landes. Autant dire que la coexistence harmonieuse de 10 inconnus, anticonformistes, de générations différentes, et vivant dans une relative promiscuité, apparaît aussi atteignable que la démocratie. Et pourtant, on y arrive, à peu près. Moi, je sais pas. Comment on fait pour vivre tous ensemble sans s'entretuer? Le principal truc, c'est que on est tous d'accord sur la vision. On est d'accord sur les grandes lignes du projet, pourquoi est-ce qu'on est là et quel engagement on veut y mettre. Ce qui aide, c'est qu'on est tous d'accord. Tous écolos, tous de gauche, tous allergiques à la surconsommation. On est entre nous. Mais ça ne suffit pas. On a plein d'outils ici. On a plein d'outils, on a des réunions, on a des réunions. On a des cercles, qu'on peut appeler aussi réunions parfois. Au début, j'avais le sentiment d'être maudit. 2 points. Il y avait comment accueillir nos proches ou pas, modalité, sélection, espace, matériel. Moi qui avais fui la vie salariée pour échapper à la bureaucratie, elle me pourchassait jusqu'au fin fond du monde. Le simple fait d'habiter engendrait un planning de réunion, avec facilitateur, ordre du jour et compte-rendu. Je me retrouvais à consigner quotidiennement sur un tableau les heures consacrées au collectif, avec une drôle d'impression de pointer. On va se détendre le front, se détendre autour des yeux, le nez.
Et ouvrir la bouche, la mâchoire. Le jour de la première REUMO, pour réunion émotionnelle, je me suis demandé si j'étais fait pour le job. On s'asseyait en cercle, un silence presque pesant s'installait, interrompu par la voix anormalement calme d'un facilitateur, qui invitait à faire un tour de météo, pour que tout le monde dise comment il se sentait. Pour moi, on était à mi-chemin entre les alcooliques anonymes et le spiritisme. J'avais été éduqué à l'ironie, au second degré pudique, et j'envisageais ce genre d'épanchement uniquement sur le divan d'un inconnu, qui prenait 70 balles les 45 minutes. Et puis la houle du temps a charrié avec elle de potentielles sources d'embrouille. Rien de bien méchant, mais assez pour que je remballe mon scepticisme. Ces thérapies de groupe, un peu barrées, nous faisaient du bien. Elles permettaient de désamorcer les tensions anodines qui empêchent les hommes de s'aimer les uns les autres. Une dernière fois. Un groupe tient quand tout le monde arrive à faire passer la première personne du pluriel avant celle du singulier. Moi qui étais venu ici pour des raisons louables, mais égoïstes, je suis à la même école que les autres, celle du compromis et de la concertation. Et ce n'est pas simple, d'abandonner la liberté du voyageur solitaire qui a toujours voté avec ses pieds. Le collectif est une équation difficile, mais c'est l'ingrédient principal de tout ce que nous accomplissons. C'est parce que nous avons 10 fois plus de bras que nous pouvons bâtir. Parce que nous avons 10 fois plus de cerveau que nous trouvons des solutions. La liberté que le collectif nous arrache en contrainte, il nous la rend en économie d'échelle, en autonomie, en épanouissement, en chaleur humaine et en maturité. Il y a quelque temps, j'ai répondu à une amie qui voulait venir me voir en avion que ça faisait beaucoup de CO2, juste pour trinquer. J'ai pris mon dernier envol entre Dakar et Nouakchott, en novembre 2015. Jusque-là, j'avais été moi aussi un grand consommateur de kérosène et de téléportation. Aujourd'hui, je continue à monter dans les voitures et dans les TGV, à vider les cuves de Total et à remplir les fosses de Bure. Je suis toujours empêtré dans les contradictions, mais j'ai arrêté l'avion. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Le trafic aérien, me dit-on, n'émet que 2% du gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. On entend moins souvent par contre que chaque année, autour de 5% seulement de l'humanité s'envole, et que 80% n'a jamais tenu un boarding pass de sa vie. Je sais que mon amie n'a rien contre le respect de l'environnement. Elle le respecte dès qu'elle en a l'occasion. Elle ne polluera jamais pour le plaisir de polluer. Mais parfois, trop souvent, avec le temps qu'il lui reste et l'éloignement qu'elle a choisi, elle n'a pas d'autre choix que de s'envoler. Ma sortie sur l'empreinte carbone des retrouvailles me rangeait dans le camp des misanthropes dénués d'empathie. Vous êtes des animaux. Vous allez crever. J'aurais pu me dire que ça ne me regardait pas, que c'était son affaire, sa conscience. Si je l'avais mise en veilleuse, on ne se serait pas fâché. Mais je n'arrive pas à regretter. Parce que je crois que ce vol n'était pas juste son affaire, mais aussi la mienne. Parce que le ciel qui serait rayé une fois de plus, c'est aussi le mien. La neige qui fondrait 15 jours plus tôt, c'est celle des versants pyrénéens où je randonne. Alors je n'arrive pas à regretter, parce que je m'indigne de la négligence ordinaire. Le silence des autruches me pèse. La réalité, c'est orang-outan au Nutella, Amazonie ou steak haché, éléphant ou écran géant. Pour la poignée de privilégiés que nous sommes, c'est encore possible de ne pas trop sentir les conséquences de nos choix, de nos absences de choix, de prendre l'avion pour aller skier. Mais pour ces années d'irresponsabilité, nous nous surendettons. Et nous surendettons ceux qui n'en profitent même pas. Mais ça ne sert à rien, pas vrai? Ça ne changera rien de dire ça. De rabâcher une fois de plus ce réquisitoire culpabilisant qui s'aplatit toujours sur le mur du déni. À quoi bon se fâcher? Se couper les êtres aimés? Pourtant je sens que je les perds quand même, les êtres aimés. Que les liens s'étiolent, parce que les sujets de conversation disparaissent les uns après les autres, comme les fils d'une corde qui menacent de se rompre. Parce que l'écologie est le sujet à la racine de tous les autres. Quand on parle voyage, je pense réfugiés. Quand on parle cuisine, je pense pesticides. Quand on parle technologie,
je pense coltan et travail infantile. Même quand on parle du temps qu'il fait, sujet d'ordinaire éminemment fédérateur, je ne fais que penser au dérèglement induit par notre mode de vie. Je deviens gentiment obsédé. On parle quand même d'écologie de temps en temps, parce que mes proches y pensent quand ils me voient arriver. Ils me racontent la voiture hybride, le compost sur le balcon, ou le liquide vaisselle écologique. Et bravo, toujours ça de prix. Mais je me retiens de dire que face à l'ampleur du problème, ces bonnes initiatives, ces gestes éco-citoyens, c'est comme l'assaut du Pentagone avec un couteau à beurre. Certains le savent, et s'en font un prétexte pour ne rien changer. Si je ne monte pas dans l'avion, il décollera quand même. Le même genre de raisonnement qui conduit à dire « Si je ne vends pas d'armes, d'autres le feront à ma place ». Ils capitulent, en remettant le destin du monde entre les mains des gouvernants, qui n'ont aucune raison de changer quoi que ce soit. Ils attendent tranquillement que Louis XVI se guillotine tout seul. Une révolution d'en haut, disent-ils, comme une apparition de la Vierge. Amen, 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 sing it over. Amen, amen. Un jour où on roulait de la ferme à Paris, dans la voiture parentale, voiture, émissions de CO2, déchets futurs, sur l'autoroute, autoroute, Eiffage, privatisation, capitalisme, ma mère m'a dit que ce qu'on faisait à la ferme était bien, mais quand même assez extrême. Selon elle, j'étais un extrémiste. Mais qui sont les extrémistes dans l'affaire ? Ceux qui essayent de regarder les chiffres en face et de faire des choix cohérents, mais marginaux, ou ceux qui se cramponnent à un mode de vie majoritaire, mais nocif. Énergie suprême plus gasoil, le gasoil premium qui vous emmène plus loin. Plus d'informations sur... Pour des extrémistes, je trouvais qu'on se la coulait plutôt douce en plus. On faisait un djihad pépère, à faire pousser des tomates et à bricoler. Ce qui était extrême pour ma mère, c'était peut-être la vie à plusieurs, la faiblesse des revenus, le contrôle des consommations, le discours. Mais j'avais pas l'impression de faire beaucoup d'efforts. J'en faisais même plutôt moins qu'avant. Abstraction faite des efforts physiques. Ce qui est extrême pour nous, c'est la situation. Les canicules en février, les microparticules de plastique dans le prochain verre d'eau que je vais boire, les animaux que les enfants ne verront plus, la violence policière comme seule réponse au combat légitime, l'avancée imperturbable du jour du dépassement. Cette année, c'est le 1er août. C'est le moment auquel l'humanité aura consommé toutes les ressources que la Terre est capable de produire, en un an, et émis toutes les pollutions que la Terre est capable d'absorber. Elle avance tous les ans sur le calendrier, cette date. Imperturbable, parce que nous consommons davantage de ressources, et parce que la Terre en produit moins, à cause de la chute de sa biocapacité, liée par exemple à la déforestation. Notamment sur la côte basque, on a un mélange de ces espèces qui amène une très grande richesse, mais qui rend aussi ces écosystèmes particulièrement fragiles aux changements globaux. Et c'est vrai que ce changement climatique dont on parle à l'échelle... Et notre ferme enchantée dans tout ça alors. Un sympathisant, amateur de chiffres et de bilan carbone, a calculé que nous étions juste au seuil de soutenabilité, quand une terre suffit par an, et que nous polluions autant que le cubain moyen, ce qui est 10 fois moins que le français moyen. Moi qui nous croyais bons élèves, nous avons juste la moyenne, malgré tout notre extrémisme. Alors qu'est-ce que notre initiative, face à l'immensité du problème ? Un grain de sable. On se bat aussi au couteau à beurre. Mais notre empreinte écologique a cessé d'être la variable d'ajustement de nos choix, pour devenir leur premier déterminant. En y repensant, il y a quand même un truc qui m'avait paru louche en arrivant à la ferme. Dès les premières semaines, ça parlait fin du monde à table. Proposer de mettre en place des trucs pour que, quand ça va commencer à dysfonctionner, qu'il n'y aura peut-être pas de l'eau tout le temps, qu'il n'y aura peut-être pas d'internet tout le temps, etc., eh ben, qu'est-ce qu'on aura mis en place sur la commune si des gens arrivent de peau à pied, qui sont crevés, et qu'ils ont faim, etc. Je m'étais dit merde, des théoriciens du complot. On m'avait montré la vidéo d'un chercheur qui avait l'air gentil comme tout, mais qui déballait un paquet d'atrocités, sur notre société thermo-industrielle, celle du pétrole et des usines. Selon lui, elle avait de fortes chances de disjoncter dans les 10 ans à venir. S'il n'y a plus d'énergie fossile, réfléchissez, qu'est-ce qui s'arrête ? En fait, toutes nos civilisations industrielles. Parce qu'on se loge, on se chauffe, on s'habille, on se transporte, on mange
grâce au pétrole. On mange quasiment tous du pétrole. Sans pétrole, qui ici est capable de se nourrir? Alors dans les semaines qui suivaient, j'ai commencé à me documenter un peu sur l'apocalypse, au cas où. Je découvrais les collapsologues, des chercheurs qui s'intéressent à la fin des civilisations. Après quelques lectures, j'en concluais qu'ils n'avaient pas inventé le réchauffement, mais plutôt compilé des études bien connues sur le climat, les ressources, l'économie, la démographie, pour en arriver à la conclusion qu'à un moment, ça va craquer. Pour les copains fermiers et moi, la conversion à l'effondrement n'a pas été trop difficile. Ce qui est plus difficile, c'est d'encaisser la nouvelle. Le monde dans lequel j'ai grandi, et sur lequel je compte pour prévoir la semaine prochaine, va bugger. Et s'éteindre, et s'éteindre, et s'éteindre, et s'éteindre, et s'éteindre, et s'éteindre, et s'éteindre. Yves Cochet, ancien ministre et collapsologue, explique avec une logique implacable que les pénuries à venir, en eau, en nourriture ou en énergie, entraîneront les dysfonctionnements profonds de l'économie mondiale, précipitant la chute des États, incapables de couvrir les besoins de base de leur population. It's the size of Texas, Mr. President. It's what we call a global killer, the end of mankind. Moi je vois mal, dans tout ça, comment les podcasts, les blogs ou les projections comme celle-là survivraient. Et je commence sérieusement à envisager ma reconversion en tant que ménestrel. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, l'effondrement présageait d'épisodes de violence inédits, liés au fait que personne n'hésite à en découdre quand il a faim. Et même si certains collapsologues disent qu'on va tous s'entraider et se mettre à la permaculture, après avoir réalisé qu'on avait fait une grosse bêtise avec le néolibéralisme, d'autres prévoient que les puissants capitalistes et leurs soldats manquent de fair-play face à l'échec de leur modèle de société. Et pour gagner jusqu'au bout, parce que c'est notre projet! Certains partisans de la deuxième hypothèse virent survivalistes, bunkers, armes, conserves et comprimés d'iode contre les radiations nucléaires. Je me demandais à quoi ça servait de refaire le monde, si le monde allait se défaire quoi qu'il arrive. Foutu pour foutu, ne valait-il pas mieux s'en payer un maximum, avant la fermeture? Monter dans un avion pour s'offrir un petit dernier shoot de monde? Heureusement, le lendemain, je me suis réveillé les yeux en face des trous. La douche serait froide, certes, mais l'effondrement entraînerait avec un peu de chance l'arrêt des aberrations qui avaient fait de nous des altermondialistes. Peut-être qu'il fallait en passer par là, pour porter le coup de grâce aux vieilles hydromalades et inventer un monde un peu plus sympa. Depuis que l'étiquette effondrement est collée à la ferme, une flopée de journalistes nous a contactés. Dans leurs reportages, nous sommes devenus le collectif qui se prépare à l'effondrement, dans la joie, l'autonomie et la résilience. Il y a de cet écolieu où l'on repense une société vouée à disparaître et où l'on apprend à préparer sa reconstruction. La vérité est que notre autonomie vient pour une bonne partie des usines et que nous ne sommes pas encore sevrés de nos addictions fossiles. Choisissez votre carburant. Gazole, carburant pour véhicule diesel, confirmez votre choix. Tant que la facilité coule du pistolet, on triche encore un peu. Nous ne savons pas plus que d'autres à quoi ressemblera l'effondrement, ni combien de temps il prendra. Et s'il y aura un grand soir. Moi j'en doute. Ce que je crois pourtant, c'est qu'il a commencé ailleurs, que certains qui le subissent déjà atteignent les frontières que nous tentons d'ériger comme des châteaux de sable à marée montante. Mais pour le reste, l'effondrement n'a pas atteint nos cuisines, nos réservoirs, ou nos sens. Ou si peu. Quelques tomates insipides, quelques centimes d'augmentation à la station, quelques gilets jaunes et quelques degrés de plus en été. Comme une crise passagère. C'est une parole de Jacques Lacan, qui fut un grand psychanalyste dans les années 50-60, qui disait, on lui posait la question, mais qu'est-ce que c'est que le réel? Et il disait, le réel, c'est quand on en prend plein la gueule. L'effondrement n'atteint pas les consciences tant qu'il n'atteint pas les corps. Et pourquoi on ne peut pas y croire? Eh bien parce que c'est ce que le philosophe Günther Anders appelait un phénomène supraliminaire. C'est-à-dire l'appareil cognitif humain
depuis l'aube de l'humanité, par l'évolution au sens darwinien, n'a pas été habitué à affronter des catastrophes de cette grandeur-là. On n'a pas les neurones branchés pour ça. Donc c'est un phénomène qui est inacceptable pour notre esprit, et c'est pour ça d'ailleurs que ça va arriver. Depuis que nous sommes à demi conscients et que nous avons dépassé l'état de sidération, cette perspective charrie son pesant d'espoir. L'effondrement nous conforte dans ce que nous accomplissons au quotidien, dans cette quête pratico-poétique que nous partageons avec tous ceux qui s'attaquent aux problèmes du monde avec des couteaux à beurre. Nulle action n'est vaine, chaque potager est un airbag, et le choc qui arrive sera moins violent si nous levons le pied, au lieu d'accélérer. Voilà, là la question maintenant, qu'est-ce que je mets comme engrais vert et comment je les mets? Parce que, en fait, là ce qui m'embête, c'est que j'ai vu plein de techniques de semis sous couvert, ils appellent ça. Donc tu sais, c'est des semis après engrais vert. Donc c'est-à-dire que tu as des engrais verts, tu les couches, ils sont encore en vie, et en fait tu vas implanter des semences avant de coucher ton engrais vert, et tes semences vont pousser dans l'engrais vert. Mais alors ça, je pense qu'il y a une histoire de densité ou je sais pas quoi. Ah ouais, ils doivent peut-être pas densifier trop leur engrais vert pour faire ça. Oui, puis à un moment donné, il faut le coucher avant que... Faire sa part, faire sa ferme, ça fait du bien. Et moi je n'imagine vivre d'aucune autre façon. Mais faire sa part, ça ne suffit pas. La sécession vertueuse et la sobriété heureuse ne sont pas à la mesure de ce qui s'annonce. Ce qu'il faut, c'est entrer en résistance, s'organiser, s'opposer aux fous qui nous gouvernent. Le voilà le chemin. Ce chemin, c'est le sel de la vie. Il est plus sinueux, moins balisé, plus éprouvant. Mais croyez-moi, il est tellement plus beau.